Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation et à la tech responsable. Alors si je vous dis inflation, crise bancaire, instabilité économique, et oui, nous allons y être dans pas longtemps. Alors comment protéger son argent en temps de crise dans ce contexte un peu incertain? Des questions évidentes se posent. Où nos économies sont-elles vraiment en sécurité? Et surtout, existe-t-il des alternatives? Entre Bitcoin, banque en ligne et nouveaux usages, c'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial Votre argent en temps de crise, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale consacrée à la protection de notre argent en temps de crise, nous avons le plaisir de recevoir un expert des enjeux monétaires liés au numérique. Il est entrepreneur et spécialiste des crypto-actifs. Avec nous sur le plateau du numérique pour tous, Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez BitStack. Bonjour Alexandre. Bonjour Vanessa. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la crise qui se trame et qui s'est tramée autour du détroit d'Ormuz, qui a concentré quand même pas mal de tensions majeures sur le prix des matières premières et les marchés financiers. Cette crise, elle dit quoi de notre situation économique à venir et surtout de notre épargne ? Elle dit que la situation est précaire. Notre économie et notre épargne dépend d'un détroit à des milliers de kilomètres de nous. C'est un point extrêmement important. On l'a dit, de l'économie mondiale. Il y a 1/5 du pétrole qui passe par là. Donc tant qu'il est bloqué, évidemment que ça crée une pression notamment à la hausse sur les prix par l'inflation. Et quand l'inflation monte, la conséquence directe pour l'épargne, c'est que si vous faites rien de votre épargne, eh bien elle va être rongée tranquillement, silencieusement. Vous allez perdre en pouvoir d'achat, notamment si vous laissez sur des comptes votre argent, des comptes courants, des comptes qui ne rapportent rien. Et donc c'est en règle générale dans ce genre de moment qu'il faut se poser des vraies questions sur son épargne et se demander comment faire pour essayer de ne pas se faire grignoter son pouvoir d'achat sur le temps long. Donc cette situation précaire au Moyen-Orient, évidemment, elle a une traduction directe dans le portefeuille, c'est qu'il faut agir sur son épargne. Alors si je vous pose la question directement, notre argent est en sécurité à la banque aujourd'hui ? Alors, il faut distinguer plusieurs types de sécurité. Il y a de la sécurité juridique, sécurité technique, sécurité au sens de la garantie des fonds. À la banque et dans un certain nombre de livrets, il y a des garanties qui sont accordées par l'État. Donc, typiquement sur le livret A, ça va être, sur les économies, ça va être jusqu'à 100 000 euros qui sont protégés dans une banque. Ça peut être jusqu'à 70 000 euros de mémoire sur un certain nombre de livrets. Donc, il y a ce genre de garantie qui existe, mais c'est pas du tout pareil que la garantie de pouvoir accéder, par exemple, à ces comptes. Je prends un exemple tout à fait extrême, mais c'est pour qu'on se situe bien. Oui. Quand on est au Liban, on peut avoir une garantie sur ses livres libanaises. Si on a perdu 95% et qu'on peut pas accéder à son compte bancaire, la garantie, évidemment, ça nous fait une belle jambe. À l'inverse, Bitcoin, il n'y a pas de garantie au sens juridique du terme. Personne n'est là pour garantir le capital lorsqu'on épargne en Bitcoin. En revanche, techniquement, c'est la seule chose pour laquelle il y a une garantie d'autoconservation. On peut conserver soi-même et ne dépendre d'aucun intermédiaire pour partir, pour contrôler son argent, etc., etc. Mais justement, dans certains scénarios, on va dire cataclysmiques, on entend parfois dire que les comptes peuvent être bloqués et qu'on ne peut pas partir avec son argent à l'étranger. Au-delà de la zone Europe, j'entends. Alors, on n'y est pas encore, je voudrais quand même rassurer tout le monde, mais en revanche, oui, c'est un scénario qui est tout à fait possible, qui existe. C'est déjà arrivé, je parlais du Liban, mais c'est déjà arrivé aussi en Europe. On se rappelle de la Grèce ou de Chypre, qui étaient des endroits où soudainement, l'espace de quelques jours, on pouvait retirer plus qu'une certaine somme au distributeur. Et donc les Grecs faisaient la queue au distributeur avec une limite maximum, je crois me rappeler, de 50 ou 60 euros. Et donc là, on voit très bien dans ce genre de scénario que ça peut basculer du jour au lendemain dans une situation grave où on pensait avoir de l'argent à la banque nous dit c'est toujours notre argent, sauf que vous pouvez retirer que 50 euros par jour. Donc comme je disais, on n'y est pas encore, mais en revanche, ce genre de scénario n'existe pas lorsqu'on possède des bitcoins en autodétention, puisqu'on possède ses clés, donc on fait ce qu'on veut avec. Alors justement, il y a les hyper experts du bitcoin et il y a ceux qui sont un petit peu plus éloignés. En quoi est-ce vraiment différent d'un placement classique ? Est-ce qu'on peut appeler ça un placement ? Alors un placement, moi je parle d'épargne, ouais. Je le fais à dessein parce que effectivement déjà premier point, il y a souvent une confusion qui est faite entre l'ensemble des cryptos et le bitcoin. À mon sens, les cryptos, ce n'est pas vraiment une classe d'actifs. Beaucoup de gens font l'erreur. Dans les cryptos, on va retrouver des blagues, on va retrouver des coins avec une tête de chien dessus, on va retrouver des projets très intéressants d'un point de vue technique, on va retrouver des mimes, entre guillemets, des monnaies fiduciaires, mais sur une autre technologie, et puis on va retrouver Bitcoin. Et toutes ces choses-là ne sont pas du tout pareilles. C'est comme dans les actifs traditionnels, on va jamais comparer les actifs et ensuite mettre dans le même sac de l'or, de l'immobilier et des actions. Ça fonctionne pas comme ça. Donc déjà, première distinction, c'est qu'on parle pas de les cryptos ici. Évidemment, je parle de Bitcoin. Moi, je parle d'épargne parce que, en tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois pour moi-même, mais
quand j'épargne en Bitcoin, je le fais à long terme. Mon horizon de détention, c'est plusieurs années. Dans une certaine mesure, c'est la retraite, que je ne suis pas sûr d'avoir, mais c'est à titre personnel. Alors que quand on parle d'autres placements en crypto, c'est souvent plus de l'investissement, parfois de la spéculation à court terme. Et la comparaison qu'on peut faire avec les autres placements plus classiques, c'est que ça va être, alors non pas une assurance au sens juridique du terme, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien qui garantit, mais je vais reprendre les mots de BlackRock là-dessus, donc le plus gros gestionnaire d'actifs de la planète, c'est que c'est une forme de protection contre des risques vraiment systémiques, macro, au niveau monétaire et géopolitique. Donc il y a une question qui devient, c'est pas est-ce que je vais mettre 10, 20, 50% de mon patrimoine, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de s'y mettre à son rythme et de ne se jamais retrouver dans une situation où on est forcé de vendre. Mais évidemment, après, la situation personnelle de chacun va déterminer combien on est prêt à exposer à Bitcoin. Mais d'ailleurs, il y a certains États même qui utilisent le Bitcoin ou d'autres monnaies pour leur gestion au quotidien. Donc, c'est pas si dangereux que ça. Alors, les idées sont pas forcément liées, mais oui, aujourd'hui, c'est devenu un fait géopolitique. On peut parler évidemment des États-Unis où depuis quelques années, il y a la réserve stratégique de Bitcoin, il y a une réglementation qui se met en place et qui est plutôt favorable à l'émergence d'une industrie locale. Il y a énormément de minage de Bitcoin aux États-Unis, donc ce procédé. Alors le minage, c'est la fabrication entre guillemets, c'est la fabrication c'est quelque chose de Bitcoin, d'intangible. exactement. Mais il y en a énormément, notamment au Texas. Il a été aussi révélé que des acteurs comme la Russie, la Chine échangeaient déjà, notamment sur leur commerce énergétique en Bitcoin. Et puis le plus récent, on va dire, exemple de cet enjeu géopolitique de Bitcoin, c'est que lorsque l'Iran a annoncé récemment qu'il fermait le détroit d'Ormuz et qu'il prenait $1 par baril comme péage, ils ont dit qu'ils acceptaient en Bitcoin. Alors pourquoi Bitcoin ? Parce que contrairement aux autres systèmes monétaires, on l'a dit, c'est incensurable. Donc ça veut dire que l'Iran n'est pas à la merci d'un système monétaire contrôlé par tel ou tel pays, en l'occurrence les États-Unis évidemment, dans le cas de l'Iran. Et donc ça vient prendre une place au niveau géopolitique, ce qui lui donne ensuite, pour revenir au début de la question, ce qui lui donne ensuite une crédibilité. Parce que évidemment, à partir du moment où on passe en quelques années d'une situation dans laquelle les États disent n'y touchez pas, ça ne sert à rien, ça finance le terrorisme, c'est nul, faut pas y toucher, finalement on s'en sert nous-mêmes parce que c'est pas si inutile que ça, on trouve nos propres cas d'usage et finalement on va le rentrer dans notre réserve stratégique et dans nos paiements internationaux. C'est sûr que ça enclenche un cercle vertueux de crédibilité et de confiance autour de Bitcoin. Mais ça pose quand même une question parce que c'est une monnaie numérique au même titre que l'euro numérique, donc ça veut dire qu'on peut savoir exactement, et j'aime bien, vous souriez là-dessus, mais on peut savoir exactement ce que l'on fait de notre argent. Alors vous allez me dire, il y a une grande différence. Et quelle est cette grande différence ? Parce que il y a quand même ce système de flicage qui va permettre de connaître notre vie avec toutes nos dépenses et notre activité. Alors il y a deux concepts qui sont très différents. Il y a celui de la censurabilité, la capacité à censurer, à empêcher, et il y a la confidentialité. Dans le cas de l'euro numérique, a priori, alors je mets toutes les guillemets potentiels, puisque évidemment ça reste à l'état de projet, on ne sait toujours pas à quoi ça va ressembler, etc. Donc c'est très difficile, mais dans les perspectives que ça ouvre à la Banque Centrale Européenne, potentiellement on a quelque chose qui est à la fois peu confidentiel, puisqu'il faut bien quelqu'un pour gérer la tenue de compte derrière, même si la BCE répète que ce sera confidentiel, ce sera anonyme. En règle générale, la phrase suivante, elle dit « mais pour respecter les réglementations anti-blanchiment, ce ne sera pas anonyme comme le cash, etc. » Donc on ne sait toujours pas où se positionner. Mais en plus, s'il y a quelqu'un pour gérer le compte, on se retrouve dans la même situation que les comptes bancaires, c'est-à-dire que c'est censurable. Si jamais il y a un événement extrême, que la justice demande à arrêter les fonds, etc., évidemment que la BCE va pas dire « non, désolé, j'arrête pas les fonds », elle va censurer. Dans le cas de Bitcoin, c'est pas exactement pareil. La confidentialité est présente, on va dire, elle est améliorable, mais elle est présente. On parle de pseudonymat, donc c'est pas anonyme. On est caché derrière un pseudo quand on utilise Bitcoin, mais en revanche, là où c'est moins bien d'un point de vue confidentialité, c'est que on a accès effectivement à toutes les transactions de façon publique. Donc si quelqu'un arrive à trouver qui se cache derrière un pseudo, en fait, il a accès à l'intégralité de sa vie financière. Donc ça, c'est pas génial. C'est pour ça qu'il y a des solutions techniques qui se développent en plus. C'est pas le lieu d'en parler ici, mais en gros, on peut utiliser des solutions techniques supplémentaires pour protéger mieux sa confidentialité. Mais en revanche, sur la capacité à censurer, là, Bitcoin fait beaucoup mieux. On ne peut pas censurer Bitcoin, point. Même si demain, vous êtes un dissident politique, par exemple, c'est ce qui se passe beaucoup à l'étranger, en Afghanistan, en Iran, à Hong Kong, etc. Les gens utilisent Bitcoin parce que le pouvoir ne peut pas censurer.
Et donc ce sont deux concepts qui sont différents et on ne peut pas, en tout cas sur l'aspect censurabilité qui est vraiment la plus-value numéro 1 de Bitcoin, c'est absolument pas du tout pareil que l'euro numérique potentiel, puisqu'on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il arrive ni comment. En même temps, cette crainte n'est pas forcément justifiée, parce que si on veut avoir accès à vos comptes bancaires aujourd'hui la manière la plus classique, on a accès à cette information. Tout à fait. Donc pourquoi ce doute en fait? C'est un fantasme qui n'a pas lieu d'être. Le doute par rapport à... Le doute par rapport à l'accès à l'information sur vos dépenses. Aujourd'hui, avec une banque traditionnelle, on a accès. Il s'agit de deux choses différentes. La première, c'est qu'ici, il ne s'agit pas que d'information, il s'agit de censure aussi, donc d'action sur le compte. Et deux, c'est qu'aujourd'hui, la situation actuelle, c'est que des acteurs privés dans un marché plus ou moins libre vous permettent de changer de prestataire si jamais vous n'aimez pas tel ou tel prestataire. Il y a aussi théoriquement, même s'il n'est pas toujours respecté, un droit au compte en France, donc on peut choisir de changer d'intermédiaire financier ou voire de changer de pays. On peut très bien se bancariser aussi à l'étranger. À partir du moment où le pouvoir politique, même si la BCE est censée être indépendante, etc., il y a quand même des traités européens qui l'encadrent et une dimension politique dans son action. À partir du moment où c'est une autorité publique qui a visibilité et capacité de censurer, là on change de jeu. Là c'est pas exactement la même chose. Sans aller dans les extrêmes, la comparaison la plus immédiate, même si encore une fois on n'y est pas encore, c'est ce qui se passe en Chine. C'est pas du tout pareil quand on a le pouvoir chinois qui est en capacité de pousser un yuan numérique et qui va dire vous avez le droit de faire telle et telle dépense. En revanche, vous n'avez pas le droit de les faire de telle heure à telle heure et pas dans tel commerce. Et si vous vous comportez pas bien dans la rue, désolé, mais je ferme votre compte. On rentre dans un autre monde. Et je pense qu'en Europe, c'est un peu la situation cocasse par rapport à l'euro numérique. Personne n'en veut. C'est-à-dire que les intermédiaires financiers n'en veulent pas parce que pour eux, c'est un risque sur la stabilité financière. Et évidemment, c'est un risque de fuite des dépôts, donc ils n'aiment pas ça. Le citoyen n'en veut pas nécessairement parce qu'il a déjà accès à des moyens de paiement numériques qui fonctionnent très bien. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter un. Et il y a des risques sur la confidentialité et des risques politiques. Et finalement, il ne reste plus que la BCE qui a envie de le pousser pour on ne sait pas vraiment quelle raison. Et donc, on va regarder comment ça se passe, mais je pense que ce serait une bonne idée. On a un débat ce premier semestre sur la mise en place de l'euro numérique en Europe. Ce serait intéressant d'avoir un débat public plus large que ce qui a lieu aujourd'hui. Alexandre, 30 secondes pour conclure. Un auditeur à qui vous avez donné envie, on va dire, d'investir dans des crypto-monnaies, par quoi doit-il commencer de manière très raisonnable et raisonnée? Déjà de distinguer crypto de Bitcoin. Pour reprendre le propos que j'ai tenu tout à l'heure, on n'a pas du tout la même démarche lorsque l'on regarde un actif comme, je sais pas moi, le Dogecoin parce que le chien est mignon et qu'on a envie d'acheter quelque chose de collection, que quand on regarde une alternative monétaire. Donc déjà, c'est de distinguer les deux. Et ensuite, comme je le disais, c'est de ne jamais se retrouver dans une situation où vous êtes forcé de vendre. Donc l'approche par rapport à Bitcoin, c'est une approche de long terme, du quotidien. C'est comme ça, nous, les outils qu'on a designés chez Bitstack, c'est pour accompagner ça au quotidien, c'est l'arrondi au quotidien, c'est les plans récurrents. Comment on commence Je ne vais pas faire de la publicité pour l'application, mais il y a une application très simple qui s'appelle Bitstack qui permet de le faire. Merci beaucoup Alexandre Sachenko. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de se retrouver pour notre émission spéciale Comment protéger son argent en temps de crise. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour poursuivre cette émission spéciale consacrée à la protection de notre argent en temps de crise, nous avons le plaisir d'accueillir un acteur au cœur de notre quotidien financier puisqu'il s'agit d'un banquier, on peut le dire ainsi. Jérémy Rosselli, bonjour. Vous êtes directeur général de N26. Merci d'être parmi nous. Donc N26, c'est une banque en ligne. Et effectivement, l'utilisation de la banque a réellement changé ces dernières années avec l'arrivée de ce qu'on appelle les néobanques. Dites-nous comment on consomme la banque aujourd'hui. Alors déjà, on ne consomme pas la banque, on consomme les banques. Quand on regarde le paysage français, en fait, les Français, il y a à peu près 30% des Français qui ont plusieurs banques. Donc c'est pas une banque, c'est plusieurs banques. Et quand on regarde un petit peu plus précisément, en fait, ces Français, maintenant, ils ont ouvert des comptes dans des banques en ligne, dans des néobanques. Et quand on voit les usages sont différents. On a souvent l'image de la banque traditionnelle dans laquelle on a le livret A ouvert par ses parents. Mais aujourd'hui, on a surtout l'usage des néobanques et des banques en ligne qui sont là pour le quotidien. Donc, ce qu'on observe, nous, pour nos clients, c'est que l'usage de la banque, c'est surtout pour des dépenses du quotidien. Par exemple, des achats de nourriture, des achats de transport, toutes ces choses-là. Et surtout, on voit aussi une différence qui est un peu la même différence qu'on avait à l'époque où le téléphone portable est arrivé, où on avait le téléphone fixe et qui était à la maison, qu'on utilisait de moins en moins vis-à-vis du téléphone mobile, donc la néobanque finalement, qui est toujours dans sa poche et qu'on utilise tous les jours. Mais j'ai envie de vous demander pourquoi aujourd'hui on va plutôt dans une néobanque qu'une banque physique. Quels sont les avantages de l'une comparée à l'autre ?
Alors d'abord, le premier avantage, on va pas se mentir, et c'est très important aujourd'hui, c'est d'abord les coûts. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui en France, un Français paye en moyenne plus de 200 € de frais bancaires dans une banque traditionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Là où dans une néobanque ou dans une banque en ligne, vous pouvez avoir accès à un compte entièrement gratuit. Donc ça, c'est la première vraiment dimension. Ensuite, vous avez beaucoup d'avantages. Ça fonctionne en temps réel. Donc vous allez voir tout de suite ce qui se passe sur votre compte. C'est extrêmement sécurisant. C'est extrêmement intuitif. C'est un peu comme si vous aviez une agence bancaire dans votre poche, là où vous êtes obligé de vous lever un samedi matin pour voir un banquier qui va vous vendre une SICAV. Entre 9h et 12h. C'est ça. Alors, juste, on en parlait avec Alexandre, mais ce fantasme, effectivement, d'avoir des avoirs bloqués si on est dans une banque traditionnelle, avec vous, c'est la même chose? Ou alors, il y a une fluidité qui fait que, même si on part à l'étranger, on peut se servir de son argent plus facilement? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il faut pas jouer à se faire peur. La réalité, c'est que la réglementation bancaire, elle est là pour protéger les clients. Quand on parle par exemple de la Grèce où les clients pouvaient partir entièrement leur argent, l'idée c'était surtout que les banques ne fassent pas faillite pour que les clients gardent leur argent. Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand un scénario catastrophe peut se produire, la réalité c'est d'abord de protéger les clients. C'est quelque chose qui est extrêmement improbable, c'est la réalité. Et surtout, vous avez toujours accès à votre argent la plupart du temps. Et après, je pense qu'aussi, il faut préciser, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. On veut prendre son argent à l'étranger. La réalité, mon collègue parlait de Liban, typiquement. C'est très facile d'emmener de l'argent là-bas, mais c'est quasiment impossible de le ramener. Donc on pense souvent partir, mais on oublie que l'herbe finalement n'est pas plus verte ailleurs. C'est important de le dire. Mais avec la facilité dont vous parlez, on a envie de se demander si demain les banques physiques continueront à exister, vu la pléthore de produits et puis cette agilité que vous permettez. C'est une vraie question qui peut se poser. Je pense que surtout la réalité, c'est que ça va converger vers un modèle numérique. Qui sera d'ailleurs à l'avantage des clients, parce qu'on parlait de se lever le matin pour voir un conseiller bancaire. Aujourd'hui, les néobanques ou les banques en ligne, vous pouvez faire la majorité des opérations du quotidien, mais vous êtes quand même obligé de vous déplacer dans une agence traditionnelle pour un crédit immobilier, par exemple. Demain, dans quelques années, c'est des choses qui seront parfaitement possibles depuis votre téléphone mobile ou depuis chez vous. Donc physiquement, finalement, c'est des choses qui vont bouger et on va plutôt se retrouver dans un modèle qui sera quasiment digital. Jérémy, Alexandre évoquait tout à l'heure exprimer une forme de scepticisme, on va le dire comme ça, sur l'euro numérique. Pour vous, c'est une évolution logique de nos systèmes financiers ou alors un bouleversement pour une banque comme la vôtre? Alors d'abord, je pense qu'il faut expliquer ce que c'est que l'euro numérique. Allons-y, alors pendant quelques secondes. L'euro numérique, c'est simplement des euros, sauf qu'au lieu d'être dans votre banque, ils sont déposés auprès de la BCE. Donc c'est concrètement simplement des euros que vous allez pouvoir dépenser, simplement dans l'usage. Donc là, on parle vraiment aux personnes qui nous écoutent, pardon. Il n'y aura pas de différence. C'est simplement, vous allez devoir, au lieu de passer par votre banque, vous allez devoir passer par ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille. Donc l'usage, au final, il va presque être plus compliqué. Pour les banques, là aussi, c'est presque un problème dans la mesure où, en fait, c'est des dépôts qui sont plus dans la banque. Donc qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que malheureusement, pour une banque, quand vous avez des dépôts, elle les prête à d'autres personnes pour financer l'économie. Si vous avez moins de dépôts, malheureusement, les banques vont pas pouvoir nécessairement financer plus l'économie. Donc on voit vraiment que d'un côté, il y a un usage qui est pas concret pour les clients, et de l'autre, finalement, quelque chose qui est compliqué pour les banques. Donc oui, c'est poussé par la BCE. Pour le moment, le cas d'usage, il n'est pas prouvé. Et je rebondis sur le mot concret, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, effectivement, un épargnant, il est rassuré d'avoir quelque chose de tangible, et cette évolution où tout cet argent va devenir numérique, est-ce qu'il y a quand même des blocages pour certaines générations? C'est compliqué et certaines générations peuvent être perdues sans avoir un conseiller physique qui leur dit où mettre leur argent? Alors pour préparer l'émission, j'ai quand même regardé. On a plus de 90% de l'usage de l'argent qui est déjà digital aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dépense vraiment en termes juste d'argent, d'espèces, vraiment que très peu de choses. Donc c'est déjà quelque chose qui est déjà ancré dans les usages aujourd'hui depuis plusieurs décennies. Et la réalité, c'est que j'aime pas quand on parle de différentes générations. Aujourd'hui, mes parents, ils regardent Netflix comme nous. Donc oui, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais la réalité, c'est que quand l'usage est plus simple, tout le monde l'adopte, et c'est déjà le cas. Aujourd'hui, tout le monde utilise une carte bancaire et quasiment tout le monde utilise aussi une application bancaire. On parlait de sécurité, qui est quand même un maître mot, on va dire, dans le pilotage de son argent. Alors, vous allez me dire, non, il n'y a pas de risque à avoir son argent, mais on voit de plus en plus de hacking. Quel est le conseil vraiment ultime que vous donneriez à tous les gens, justement, qui pilotent une application ou
Le vrai conseil, vraiment, que je peux partager, parce qu'en l'occurrence, en tant que banquier, on l'observe tous les jours, ne donnez ou ne prêtez jamais des identifiants de votre compte. Jamais, au grand jamais, et jamais la banque ne vous appellera pour vous demander vos identifiants. Donc vraiment, le risque, il est plutôt humain, il n'est pas technique. C'est vraiment de faire attention d'abord à ce que les clients ne donnent pas leurs identifiants, ça c'est la première chose. Et le deuxième, parce que quand même, on va vous donner un deuxième conseil, il n'y a pas de... Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Donc quand on vous propose d'investir dans quelque chose qui va vous rapporter beaucoup et que vous ne comprenez pas, ne le faites pas. Il faut appeler quelqu'un très concrètement, un vrai humain. Oui, et appeler le numéro que vous allez trouver sur Internet, pas le numéro de téléphone qu'on va vous donner dans un email. Le numéro du site Internet, effectivement, de l'application de votre marque, ça c'est important de le rappeler. Sur une note plus légère, N26, c'est aussi avant tout une aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, créer une banque, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Comment tout a commencé, on va dire, sur votre banque, parce que l'histoire est assez atypique. Alors, tout a commencé par 2 jeunes Autrichiens, alors pas dans un garage, mais dans un appartement, pour l'anecdote qui était au 26 de la rue, donc d'où le nom de l'application. Au départ, en fait, ils ont créé une carte pour les parents qui voulaient donner de l'argent de poche et contrôler un petit peu l'argent de poche. Et en fait, ils se sont rendus compte que les parents gardaient la carte pour eux parce que justement, ils étaient contents de pouvoir maîtriser leurs dépenses, avoir des notifications en temps réel. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un challenge qui était beaucoup plus grand, qui était justement d'innover dans le monde de la banque. Donc ça, c'était il y a 10 ans, dans un petit appartement où ils étaient obligés de scier les bureaux pour que ça rentre, pour faire rentrer les employés. 10 ans plus tard, on a 11 millions de clients en Europe et ça fonctionne extrêmement bien. Eh bien, c'est très inspirant pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Merci beaucoup Jérémy Rosselli pour N26, Alexandre Stachenko pour BitStack. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et à télécharger nos émissions en podcast. Continuez. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.